Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de propagande, de relations publiques, de manipulation mentale de masse et de fabrique du consentement. Et pour ça, parce qu'il faut bien rendre à César ce qui appartient à César, je vais démarrer cette vidéo en vous présentant Édouard Bernays. Alors, il est considéré, et à juste titre, comme le père de la propagande politique et d'entreprise, ainsi que de l'industrie des relations publiques, qui n'est qu'une manière plus politiquement correcte de parler de propagande. Alors, Bernays est à deux titres le neveu du psychanalyste Sigmund Freud, de par son père, Elie Bernays, qui est le frère de Martha Bernays, l'épouse de Freud, et aussi par sa mère, Anna Freud, qui est l'une des sœurs de Sigmund Freud. Alors, ces faits d'armes à ce fameux Bernays, ces faits d'armes les plus connus, en 1917, durant la Première Guerre mondiale, Édouard Bernays fait partie de ce qu'on appelle la commission Creel aux États-Unis, créée par le président de l'époque, Thomas Woodrow Wilson. Il a créé cette commission pour mettre sur pied un arsenal mental destiné à retourner l'opinion publique américaine et à la préparer à l'entrée en guerre. C'était une mission difficile car ça signifiait en fait que Wilson trahissait sa promesse électorale. Donc différentes techniques ont été utilisées pour ça par cette fameuse commission Creel. La mise en place, par exemple, d'une division information au niveau du gouvernement qui alimentait, perfusait certains journalistes et la presse. On a contrôlé la presse de manière plus importante, on l'a même censurée. Il y a eu des actions de décrédibilisation de certains opposants. Donc ça, c'est le premier point important. Vous voyez déjà peut-être dans certaines méthodes utilisées des similitudes peut-être avec des choses que vous connaissez. Ensuite, deuxième fait d'armes, si je vous demande, pour vous, quel est le repas le plus important de la journée? Et si je vous demande de m'en préparer un, il y a fort à parier que vous allez me parler certainement du petit déjeuner, et que si je vous demande de me préparer un petit déjeuner copieux, vous me prépariez peut-être des œufs sur le plat ou des œufs brouillés avec du bacon. Tout ça sans savoir que votre réponse, elle est conditionnée par une campagne commerciale d'Édouard Bernays qui a été financée dans les années 20 par une compagnie agroalimentaire qui souhaitait en fait augmenter ses ventes de bacon. Alors pour promouvoir ce modèle de petit déjeuner copieux, il a commandé Bernays une étude qui allait recommander ce style de petit déjeuner. Il a commandé cette étude à plusieurs dizaines de leaders d'opinion, principalement des médecins dans le domaine de la nutrition et de la santé. Et ensuite, il a transmis cette étude à plus de 4000 médecins afin que ces médecins relaient ces recommandations à leurs patients. Et en quelques années, ce modèle de petit déjeuner copieux, c'est devenu une référence, une institution aux États-Unis et ça s'est répandu un petit peu partout sur la planète. En 1929, dernier fait d'armes dont je vais vous parler, George Washington Hill. Je ne sais pas si vous connaissez George Washington Hill. C'était le président de l'époque de l'American Tobacco Company. Cet homme a missionné Édouard Bernays pour qu'il s'attaque à un tabou. Et ce tabou qui interdisait en fait aux femmes de fumer en public. Alors, accessoirement, c'était aussi un tabou qui l'arrangeait pas parce que ça lui faisait perdre potentiellement la moitié de ses profits. Donc, qu'est-ce qu'a fait Bernays? Il a consulté un psychanalyste réputé, Abraham Brill, qui lui a expliqué en fait que dans l'inconscient collectif des Américains, la cigarette, c'était un symbole phallique représentant le pouvoir sexuel du mâle dominant et pour arriver à faire fumer les femmes, il faudrait peut-être pouvoir relier cette cigarette à une autre symbolique, par exemple, une forte contestation de ce pouvoir
exercé par les hommes, pour justement inciter les femmes à fumer et que cet acte de fumer soit presque un acte de liberté, qu'elles revendiquent leur liberté au travers le fait de pouvoir fumer en public. Donc Bernays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé dans cette optique, dans cette dynamique, un contingent de femmes pour fumer des cigarettes qu'il nomma torches de la liberté. Lors d'un défilé très important aux États-Unis, c'est le défilé du dimanche de Pâques, c'était en 1929, c'était à New York. L'événement a été soigneusement scénarisé pour promouvoir justement le message voulu. Il a organisé des visuels, certains de ces visuels, vous pouvez les retrouver sur le net. Le défilé a été médiatisé, on a vu de très jolies jeunes femmes fumeuses qui, par l'acte de fumer, affirmaient, clamaient au monde entier leur indépendance, leur émancipation, en revendiquant justement ce slogan selon lequel elles avaient allumé quelque part les torches de la liberté. À la suite de cet événement, des vagues, vous pensez bien que des vagues de femmes se mirent à fumer à travers le pays. Et ce qui est intéressant de savoir, ça c'était en 1929, en 1960, pour vous montrer un petit peu l'intégrité du monsieur, au début des années 60, il a participé, Bernays, à une campagne de prévention anti-tabac. Donc pour vous donner un petit peu, vous voyez, la dynamique du personnage, pour vous compreniez aussi sa psychologie à Bernays, je vais vous citer des citations célèbres issues de son best-seller que je vous invite à lire, qui s'appelle Propaganda ou Comment manipuler l'opinion en démocratie. Alors, 3 citations que j'ai choisies. La première, c'est celle-ci. La propagande moderne désigne un effort cohérent et de longue haleine pour susciter ou infléchir des événements dans l'objectif d'influencer les rapports du grand public avec une entreprise, une idée ou un groupe, pour que vous compreniez ce qu'est vraiment la propagande selon Bernays. Deuxième citation, la manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organisées des masses jouent un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible, tant qu'on n'est pas au courant, forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Dernière citation. La propagande revient à enrégimenter l'opinion publique exactement comme une armée enrégimente le corps de ses soldats. D'ailleurs, puisqu'on est sur le sujet de l'armée et de la guerre, quelques années plus tard, Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich, s'est beaucoup inspiré des travaux de Bernays. Et voici quelques citations de Goebbels pour vous montrer à quel point sa pensée a été influencée par les idées et les travaux de Bernays. À force de répétition et à l'aide d'une bonne connaissance du psychisme des personnes concernées, il devrait être tout à fait possible de prouver qu'un carré est en fait un cercle. Car après tout, que sont cercle et carré? De simples mots. Et les mots peuvent être façonnés jusqu'à rendre méconnaissables les idées qu'ils véhiculent. Comprenez bien ce qu'il est en train de dire. Deuxième citation, nous ne voulons pas convaincre les gens de nos idées, nous voulons réduire le vocabulaire de telle façon qu'ils ne puissent plus exprimer que nos idées. Autre citation, une bonne parole peut quelquefois accomplir des merveilles. Nous autres, êtres humains, sommes esclaves de l'humeur et du tempérament. Dernière citation qui est celle-ci est, je pense, plus connue. Plus un mensonge est gros, plus il passe. Plus un mensonge est répété, plus le peuple le croit. Maintenant que vous comprenez un peu mieux ce qu'est la propagande selon Bernays, je vais vous expliquer 10 stratégies de propagande, 10 stratégies de manipulation mentale
en espérant très fort que si vous comprenez comment manipuler, vous deviendrez vous-même peut-être un peu moins manipulable. Première de ces stratégies, la stratégie de distraction. Donc c'est un élément primordial, cette stratégie du contrôle social. C'est une stratégie de la diversion qui consiste à détourner l'attention du public des problèmes qui sont véritablement importants et des mutations qui sont décidées par les élites politiques et économiques. Grâce à quoi? Un déluge en fait continuel de distractions et d'informations plus insignifiantes les unes que les autres. Donc la stratégie de la diversion est aussi indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie. Si vous voulez, c'est un peu le fameux panem et circenses, c'est-à-dire du pain et des jeux de l'Empire romain, qui aujourd'hui, ces jeux du cirque là, qui étaient là pour distraire et le peuple de Rome, aujourd'hui c'est remplacé par quoi? À notre époque, c'est remplacé par du foot à la télé. Des émissions débilisantes à souhait sur toutes les chaînes de télévision qui ont juste pour objectif de détourner votre attention et de vous laisser, si vous voulez, mijoter dans votre médiocrité intellectuelle. Deuxième stratégie de propagande ou de manipulation, plus exactement, créer des problèmes, puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée un problème, on crée une situation qui a pour objectif de susciter une certaine réaction du public afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, ce serait laisser se développer la violence urbaine ou organiser sur son sol des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, ce serait créer une crise économique pour faire accepter au plus grand nombre comme un mal nécessaire le recul de certains droits sociaux ou le démantèlement de certains services publics. Alors je vous entends déjà certains d'entre vous dire « Oh là, et dans quoi il se lance? C'est quoi ces idées complotistes? Mais jamais un gouvernement ne ferait ça. » Eh ben si, il suffit de chercher un petit peu. On appelle ça en fait, dans le jargon militaire, on appelle ça des false flags. En anglais, c'est des opérations sous fausse bannière ou opérations sous faux drapeau. Et en voici quelques-unes. Il y en a plein. J'en ai sélectionné quelques-unes qui sont peut-être les plus célèbres, qui ont été déclassées. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus secret d'État, secret défense, ou ce que vous voulez. Tout le monde peut avoir accès à ces informations. En 1931, le Japon accuse faussement la Chine d'avoir perpétré l'attentat de Mukden et ça lui donne ainsi le prétexte à l'invasion de la Mandchourie par l'armée impériale japonaise. En 1939, le 26 novembre 1939, pour justifier une invasion de la Finlande, l'artillerie soviétique bombarde son propre peuple, tout proche de la frontière, tuant par là même plusieurs soldats de l'armée rouge. L'URSS de l'époque accuse alors l'artillerie finlandaise, exige des excuses de la Finlande. La Finlande ne cède pas. L'URSS résilie du coup 2 jours plus tard le pacte de non-agression entre les deux pays et franchit le 30 novembre les frontières de la Finlande. En 1962, l'opération Northwoods, mise sur pied par l'état-major interarmé américain, consiste à organiser une série d'attentats sur le sol des États-Unis, de manière à en imputer la responsabilité au régime cubain.
Le but, en fait, c'est de justifier aux yeux de l'opinion américaine une intervention des forces armées contre Cuba et d'obtenir aussi l'appui diplomatique, voire l'appui militaire des nations occidentales. Alors, cette opération n'a jamais été mise en œuvre. Pourquoi? Parce que John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné quelque temps après, s'y est opposé. Cette opération, qui aurait dû avoir lieu au début des années 60, a été déclassifiée en 1997. En 2003, beaucoup plus proche de nous, certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu cette situation. Colin Powell, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, ouais, vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Colin Powell? Il brandit une petite fiole. Ouais, il brandit une petite fiole qui est censée contenir de l'anthrax en affirmant, droit dans ses bottes, que l'Irak détiendrait des armes de destruction massive afin de justifier l'intervention militaire en Irak. Les preuves qu'il avançait se sont révélées fausses. Il a dit après qu'il s'était fait manipuler par la CIA. N'empêche que derrière, les États-Unis ont envahi l'Irak. Troisième stratégie de manipulation, la stratégie de la dégradation. Alors celle-ci, elle est pour ceux qui ont du temps, qui ont un projet à long terme pour nous. Alors cette stratégie de la dégradation, pour faire accepter en fait une mesure qui serait absolument inacceptable, eh bien qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de l'appliquer step by step, progressivement, en dégradé, en douceur, sur une durée d'environ 10 ans. C'est de cette façon, par exemple, que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, liées au néolibéralisme, ont été imposées durant les années 80 et 90, augmentation du chômage de manière massive, précarité de plus en plus forte des citoyens français, délocalisation de nos industries, salaires de plus en plus bas, en tout cas beaucoup moins indexés par rapport à l'inflation, qui du coup n'assure pas un revenu décent pour beaucoup de gens. Tous ces changements-là, tout ce néolibéralisme, si on l'avait appliqué en une seule fois, ça aurait créé une révolution. Ouais. Alors que là, en douceur, step by step, cran par cran, pensez à ce que vous vivez, cran par cran, ça passe comme une lettre à la poste. Ouais. C'est la fameuse métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite. Est-ce que vous connaissez cette métaphore de la grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite? Je vous la raconte. Un feu est allumé sous la marmite de façon à faire monter progressivement la température. La grenouille, qui est à l'intérieur de la marmite, nage sans s'apercevoir de rien. La température continue de grimper, l'eau est maintenant tiède. La grenouille s'agite moins, mais ne s'affole pas pour autant, elle est bien dans son bain. La température de l'eau continue de grimper. L'eau est cette fois vraiment chaude. La grenouille commence à trouver ça un peu désagréable. Ouais. Elle s'affaiblit, mais elle supporte la chaleur. Elle supporte. C'est désagréable. Pensez à ce que vous vivez. C'est désagréable, mais elle supporte encore la chaleur. La température continue de monter. Bah oui, pourquoi elle s'arrêterait de monter? Pourquoi elle s'arrêterait de monter? La température continue donc de monter jusqu'au moment où la grenouille va tout simplement ne plus avoir l'énergie pour sortir du récipient et va finir par cuire et mourir. Si cette même grenouille avait été plongée directement dans une eau bouillante, bien évidemment qu'elle aurait donné toute son énergie pour s'éjecter de la marmite. Ouais. Donc cette expérience, elle montre quoi? Elle montre que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, graduée, eh bien ce changement, il échappe à la conscience et ne suscite la plupart du temps aucune réaction, aucune opposition, aucune révolte. Pour le plus grand plaisir des gens qui ont instauré cette évolution.
4e stratégie, la stratégie du différé. Donc ça, c'est une autre manière de faire accepter une décision impopulaire. C'est de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. En obtenant l'accord du public dans le présent pour une application éventuelle dans le futur. C'est pas tout de suite, c'est pas demain, c'est éventuellement peut-être cet été ou dans quelques mois. C'est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. Parce que tout simplement, l'effort à fournir il n'est pas à fournir maintenant tout de suite. Ouais, on a tous une âme de procrastinateur en nous. Hein. Jetez-moi la première pierre si vous ne procrastinez jamais. Et là, on est là-dedans. On se dit, ça va arriver demain ou dans quelques années ou dans quelques mois. Donc, je vais en subir les conséquences à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça va. Ouais. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain et que le sacrifice qu'on a évoqué on va pas nous le demander, on laisse faire, Ouais. Du coup, ça a aussi laissé, si vous voulez, le temps à l'opinion publique, aux gens, de s'habituer tranquillement à l'idée. C'est un petit peu comme l'image de la grenouille, là. Mais ça se passe à l'intérieur de votre tête. L'idée, elle a fait son chemin, tranquillement. Et puis, on finit par l'accepter avec résignation lorsque le moment est venu. 5e stratégie, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Alors, si vous écoutez la plupart des publicités destinées au grand public, utilisent un langage, un discours, des arguments, des personnages, un ton qui est très infantilisant. Souvent proche, parfois même du débilitant, comme si le spectateur était vraiment un enfant en bas âge, ouais, qui pouvait pas comprendre si on lui parlait clairement, normalement. Okay ? Donc, plus on va chercher à tromper quelqu'un, à tromper le spectateur, plus on va adopter un ton infantilisant. Pourquoi? Parce que si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans ou de 10 ans, alors on lui suggère, ouais, dans son inconscient, on coupe un petit peu son sens critique, on la plonge inconsciemment dans une situation de soumission à l'autorité parentale. Ouais, elle se rappelle comment fallait obéir à papa et maman en fait. Inconsciemment, c'est comme si c'était papa ou maman qui lui parlait. Et ça la plonge dans cet état de soumission. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir à comment on éduque nos enfants. Parce que si dès l'enfance on est éduqué à se soumettre à une autorité supérieure de manière parfois très arbitraire, et j'ai 4 enfants, je peux vous dire que parfois, dans ma manière de les éduquer, je peux être arbitraire, parce que c'est pas tous les jours facile. Mais là, je me dis, mais Yannick, tu es en train de les conditionner à ce qu'une fois adultes, ils fassent exactement la même chose avec une autorité supérieure qui pourrait être dans le travail ou qui pourrait être le gouvernement en place, en fait. 6e stratégie, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Alors cette stratégie, sincèrement, si vous ne connaissez pas cette stratégie, je ne peux plus rien faire pour vous. Cette stratégie, elle crève les écrans de télé, les radios, vous entendez partout. On cherche à créer de l'émotion, on vend par l'émotion. Ouais, on a bien compris que l'être humain était un être émotionnel et était guidé par ses émotions. Donc ça y va de tous bords. Donc faire appel à l'émotionnel, c'est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle. On fait appel à votre système limbique. Le système limbique, c'est le système qui pousse à l'action. Si votre système limbique est actif, votre néocortex est déconnecté. Manque de bol, votre néocortex, c'est lui qui gère l'analyse critique des choses. Je sais pas si vous connaissez ce livre de Sun Tzu. Sun Tzu, c'est un grand général chinois, un grand général de guerre chinois. Il a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre. Et dans son bouquin, à un moment donné, il dit « Si ton ennemi te semble colérique, cherche à l'irriter encore plus. »
ces écrits ont des milliers d'années, c'est-à-dire déjà des milliers d'années en arrière, on savait qu'on pouvait manipuler son adversaire en jouant sur ses failles émotionnelles. Donc cette citation, elle nous montre à quel point il est facile de manipuler l'autre, le pousser à la faute, l'obliger à réagir en le plongeant dans le bon état émotionnel. C'est la technique du chien de berger. Ouais, qui par ses aboiements, il va faire peur au troupeau, il va l'obliger du coup à aller dans une certaine direction, à rentrer peut-être dans l'enclos pour que à l'intérieur de cet enclos, le troupeau se fasse tondre. 7e stratégie de manipulation, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Écoutez bien ça, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, parce que si vous comprenez ça, vous inversez la donne et vous avez l'antidote à tout ce que je suis en train de vous dire. Ouais. Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte, en fait, que le public soit incapable de comprendre les technologies, les méthodes utilisées pour son contrôle. Je vous lis un extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. Ça pique ça. Repensez à tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'éducation, dans le système éducatif, à quel point il s'est dégradé, etc. Au Moyen-Âge, le savoir était tenu, par exemple, par ce qu'on appelle la classe sacerdotale, c'est-à-dire le clergé, si vous voulez. Et il tenait ce savoir parce qu'il considérait en fait que le savoir était dangereux. Et le savoir n'était pas à mettre entre toutes les mains. Alors là, vous allez peut-être me dire, ouais mais Yannick, on n'est plus au Moyen-Âge, ça a bien changé tout ça. D'une manière, oui, parce que maintenant le savoir, n'importe qui, en un clic peut y avoir accès. On peut avoir accès en un clic au savoir de l'humanité. Il y a un gros tri à faire. On verra que ça fait aussi partie des choses qui peuvent parfois nous empêcher d'aller vers le savoir. Mais d'un autre côté, ça n'a pas si changé que ça. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez Juan Branco. Alors quand je cite Juan Branco, certains ont les oreilles qui saignent ou le poil qui s'irrisse, mon Dieu. Juan Branco, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait parler de lui, en particulier à la sortie de son livre Crépuscule, où ce jeune homme, issu vraiment de l'entre-soi parisien dont il parle, qu'est-ce qu'il fait dans ce bouquin? Il met en lumière tout le réseautage de cet entre-soi justement oligarque parisien, qui conduit en fait certaines personnes à exercer les plus hautes fonctions de l'État, pas parce qu'elles ont les compétences pour, mais parce qu'elles font partie du bon réseau d'influence. C'est important de comprendre ça. Ouais. Comprendre qu'on est parfois dirigé, que les personnes qui décident de notre avenir dans ce pays, c'est plus maintenant des gens qui ont les compétences pour le faire, les valeurs humaines pour le faire, la philosophie humaniste pour le faire, mais ce sont des gens qui ont, depuis leur toute petite enfance, évolué dans le bon réseau pour les amener à ces fonctions-là. À la sortie de ce livre, certains d'entre vous, peut-être vous l'avez pas lu, vous n'en avez jamais entendu parler de ce bouquin, alors que ce bouquin aurait dû, si vous voulez, faire tomber le pouvoir en place. Quand il est sorti, ce bouquin, vous pouvez le trouver, pour que ce soit vraiment accessible à tous, il l'a mis, Juan Branco, il est accessible gratuitement en PDF sur Internet. Il a été téléchargé des millions de fois, ce PDF. Qu'est-ce qu'ont dit les politiques à l'époque dans certaines interviews? Ce qui m'avait marqué, c'est qu'ils disaient que Juan Branco avait armé les esprits. Par la connaissance qu'il transmettait, il avait armé les esprits. Mon Dieu, la plèbe avait accès à des connaissances dont elle ne devrait pas avoir connaissance. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être au courant de comment ça se passe au-dessus.
Ouais. Comme parfois dans une entreprise, bah, le salarié de base, il n'a pas besoin de savoir comment un tel a eu sa promotion, comment ça se passe dans le comité directeur pour décider de qui, quoi, comment, fait qui, fait quoi. Un autre moyen de brouiller les pistes et de maintenir le public dans l'ignorance, ben, c'est de multiplier les informations contradictoires. Ouais, c'est par exemple de commanditer des études scientifiques frauduleuses. Ben, c'est un bon moyen de maintenir le peuple dans l'ignorance. Hein. Je pense pour l'affaire je pense à l'affaire du Lancet Gate. Ouais, c'est un exemple assez incroyable cette affaire-là. On n'en a presque pas parlé. Ouais, ça a eu l'effet un petit peu dire mince, comment ça se fait que dans une revue scientifique aussi réputée, on ait pu valider plusieurs conseils de lecture ont validé les informations qui étaient mises dans cette étude. Un autre exemple, c'est l'astroturfing. Alors, je sais pas si vous connaissez l'astroturfing, c'est un terme qui est plutôt très très contemporain. L'astroturfing, c'est, si vous voulez, de la contrefaçon de mouvements d'opinion, ou c'est de la désinformation orchestrée. Ouais. Donc, c'est plein de techniques de propagande qui peuvent être manuelles ou algorithmiques. Utilisés à des fins publicitaires ou à des fins politiques ou encore pour des campagnes de propagande qui ont pour but de donner une fausse impression d'un comportement spontané ou d'une opinion populaire, en particulier sur Internet. Par exemple, voyez, on a les fact-checkers. Vous voyez, dans certaines émissions, maintenant, on fait appel à des fact-checkers pour vérifier ce que dit un tel ou un tel. Bah, certains fact-checkers sont missionnés pour harceler certains lanceurs d'alerte qui vont pas dans le sens de la doxa, du message qui est censé atteindre les oreilles du commun des mortels. Donc, pour brouiller les pistes, eh ben, on va fact-checker, mais on va regarder la réalité dans un prisme qui fait que on va l'apercevoir d'une manière qui nous arrange. Huitième point, huitième stratégie, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Je vais pas m'attarder dessus, c'est encourager le public à trouver cool le fait d'être vulgaire, bête, inculte, en diffusant beaucoup de vulgarité, d'inculture, de bêtises, de décadence, repenser à la fête de la musique, l'Élysée, à certaines émissions peut-être que vous regardez, à certains youtubeurs, à certaines partenariats entre hommes politiques, youtubeurs, etc. On descend un peu, on cherche pas à ce que les gens s'élèvent dans leur intellect, dans leur spiritualité, dans leur conscience, pour pas utiliser le terme de spiritualité, et regarder ce qui la mode, l'évolution parfois de la mode. J'ai partagé dans certains de mes réseaux des tenues sur certains défilés de mode. Alors beaucoup m'ont dit oui, mais non, mais c'est de l'art, Yannick, ça sera jamais porté par des hommes ou des femmes. Peu importe, c'est de l'influence. Ouais, c'est de l'influence. C'est on fait penser aux gens, voilà ce qu'est le summum du bon goût. Ouais, le summum de la classe à la française, etc. Tout cet endoctrinement dans la médiocrité, ça passe aussi par la musique. Ouais. Alors, je vais peut-être faire le vieux de base. J'ai 45 ans. Moi, je me rappelle de certains tubes des années 80, des années 90, des messages, de l'engagement de certains artistes. J'ai du mal à retrouver ça maintenant à notre époque. Ouais. Quand je vois certains artistes percer, après c'est mon opinion personnelle, très personnelle là que je vous partage. Quand je vois certains artistes percer là en ce moment, je me dis mais il y a 20 ans, est-ce que ces gens-là auraient connu le succès qu'ils connaissent maintenant?
Et là, vous allez me rétorquer, pardon, oui, mais Yannick, les mœurs changent, c'est l'évolution, c'est normal. Mais est-ce que ça change dans le bon sens? Est-ce que là, notre société est en train de changer vers plus d'épanouissement, vers plus de bonheur, vers plus de grandeur? Je suis pas sûr. 9e point. Remplacer la révolte par la culpabilité. C'est l'avant-dernier point. Remplacer la révolte par la culpabilité, c'est en fait faire croire à l'individu qu'il est le seul responsable de son malheur. À cause justement de l'insuffisance de son intelligence, l'insuffisance de ses capacités ou de ses efforts. Il a été un mauvais élève. Encore une fois, on est dans un discours infantilisant. On lui tape sur les doigts. Il dit, c'est pas bien ce que t'as fait. T'as pas fait assez d'efforts. Ouais. Et dans cette situation, au lieu de se révolter contre le système, qu'il soit économique, politique, l'individu s'auto-dévalue et se culpabilise. Encore une fois, ça le replonge à comment ça se passait peut-être quand j'étais enfant, que je me faisais gronder par papa ou maman ou par le maître d'école. Parce que depuis tout petit, les amis, on vous a conditionné à obéir aveuglément à vos parents, aveuglément à vos maîtres d'école et maîtresses d'école. Quand je vois les enfants dans la cour j'ai mon petit garçon qui a 3 ans, qui est rentré cette année à l'école. Quand je vois les petits garçons, les petits enfants, quand ils sortent de la classe le midi et qui vont à la cantine et qu'on les fait marcher les uns derrière les autres, comme des petits canards, en rang, et qu'il n'y en a pas un qui sort du lot, je me dis, mais mon Dieu, comment voulez-vous qu'une fois adultes, ces enfants ne soient pas conditionnés à rester dans les rails, ne soient pas conditionnés à être les avatars que la société voudrait qu'ils soient en fait. Donc on se culpabilise parce qu'on n'a pas été un bon élève, ce qui peut engendrer un état un peu dépressif. Ça inhibe un peu l'action, on sait plus quoi faire. Et bien, vous pensez bien que sans action, pas de révolution. Sans action, c'est impossible de remettre en cause avec ce sentiment d'estime qui est au plus bas. Comment voulez-vous avoir le courage, le feu intérieur pour remettre en question ce qu'on est en train de vous dire? Donc c'est encore une fois une technique de manipulation émotionnelle, elle fait appel inconsciemment à votre peur du rejet. Le rejet, comprenez que dans l'inconscient collectif de l'humanité, c'est synonyme de mort, parce que pendant de nombreuses années, pendant des millénaires, si vous étiez rejeté de la tribu, mais c'était la mort assurée, vous ne pouviez pas survivre sans l'aide du collectif. Donc dans cette situation, qu'est-ce que vont faire la plupart des gens ? Si on les titille de ce côté-là, ils vont tout faire pour revenir à un sentiment d'intégration. Je veux être accepté. Je suis prêt à tout, moi, pour faire ce qu'il faut pour rentrer dans le rang, parce que je veux pas être rejeté, parce que à l'intérieur de moi, j'ai cette peur de mourir si je suis rejeté du groupe. Une bonne technique aussi, c'est de faire croire à certains qu'ils représentent une minorité de pensée. Ouais, vous êtes une minorité à penser comme ça, à ne pas avoir fait ça, à vouloir vous rebeller. Par exemple, en donnant des faux chiffres de sondage, par exemple. Ouais, moi, si je veux manipuler tous mes enfants, enfin un de mes enfants, j'ai juste à dire que, non, mais les 3 autres, ils sont ok. J'ai 4 enfants, j'ai juste à dire à l'un, non, mais les 4 autres, les 3 autres, ils sont contents de le faire. Et lui, comme il veut pas être rejeté de la fratrie ou inconsciemment, il va se plier beaucoup plus facilement à ce que je veux organiser, alors que c'est faux. Ouais. Donc c'est une manière, si vous voulez, de faire revenir dans le droit chemin les brebis égarés. Et c'est ce droit chemin, c'est très souvent, il est choisi par qui ce droit chemin? Par les personnes qui vous dirigent. Ouais, qui ont tout intérêt à ce que vous restiez bien aligné sur le chemin. Dernier point qui résume un petit peu tout. Et ce dernier point, il vous apporte aussi les solutions. Je pense que vous avez quand même commencé à comprendre comment échapper maintenant à toutes ces techniques de manipulation. Le dernier point de manipulation,
c'est connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours des 50 dernières années, les progrès de la science ont été fulgurants dans plein de domaines et ça a creusé un fossé énorme, de plus en plus grand, entre les connaissances de la plèbe, du public, du commun des mortels, et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Je pense aux connaissances liées à la biologie, à la neurobiologie, à la psychologie. Le système, eh bien, il est parvenu, si vous voulez, à un niveau de connaissance tellement avancé sur l'être humain, au niveau physique et psychologique, ça devient très facile quand on a ces connaissances de manipuler quelqu'un. Le système est arrivé à un niveau de connaissance qui fait qu'il connaît mieux, les personnes qui vous dirigent vous connaissent mieux que vous connaissez vous-même. Vous connaissez très bien, par exemple, peut-être comment fonctionne votre bagnole. Vous êtes au petit 101 pour votre voiture. Vous entendez le moindre bruit dans le moteur qui vous alerte et vous dit « il y a un problème ». Vous êtes, pour la plupart, incapable de faire la même chose pour vous. Vous connaissez mieux votre bagnole que vous-même. Et c'est tant mieux pour certains. On vous a plutôt invité à vous intéresser à ça plutôt qu'à vous-même. On ne cherche pas à ce que vous augmentiez ces connaissances, que vous augmentiez cette conscience de vous-même, parce que ça voudrait dire que vous êtes beaucoup moins manipulable. Donc je conclurai cette vidéo en vous disant que l'arme la plus pacifique pour contrer ces stratégies de propagande, eh bien c'est la connaissance. L'arme la plus pacifique, il y a d'autres armes qui seraient certainement moins pacifiques, mais là, je vous parle d'une arme pacifique, j'essaie de me convaincre, c'est la connaissance. Acquérir individuellement plus de connaissances dans les domaines ayant un fort impact sur votre épanouissement, sur votre liberté. Moi, j'appelle ça de l'empowerment. Acquérir plus d'empowerment dans votre vie en injectant plus de connaissances qui va vous amener plus de conscience et donc plus de liberté. Vous serez beaucoup moins manipulable. Les personnes qui, elles, orchestrent toutes ces campagnes de propagande, qui utilisent toutes ces stratégies dont je vous parle, il y a bien longtemps que ce travail d'apprentissage, elles l'ont fait. Elles ont appris en particulier comment fonctionne l'esprit humain et donc comment le manipuler à leur avantage. Donc c'est à vous d'en faire autant maintenant. À vous d'en faire autant pour devenir la personne la plus influente de votre vie.